Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Babacar Ngom. Babacar Ngom est juge au tribunal d'instance hors classe de Dakar. M. Ngom vient de sortir un livre qui s'intitule Comment renforcer l'indépendance de la magistrature au Sénégal avec un point d'interrogation. Pourquoi ce livre? Et pourquoi ce livre? Parce que en 2012, dans le cadre de la préparation des élections présidentielles, le Conseil constitutionnel avait rendu un arrêt validant la troisième candidature du président Wade. Et j'ai constaté que les populations sortaient en masse dans les rues pour contester les décisions de justice. Nous-mêmes, dans le cadre de notre travail, on ne travaillait plus de manière très sereine. Il y avait beaucoup de jets de pierre dans mon bureau. Moi-même, j'étais victime de ces jets de pierre. Alors, la question que je me suis posée, la justice étant rendue au nom du peuple, ces décisions, en principe, ne devaient être contestées que par des voies de recours prévues à cet effet. Si le peuple pour lequel les juges doivent faire leur travail conteste ces décisions des magistrats, il y a lieu de se poser la question, est-ce que le modèle inspire confiance au peuple? C'est la raison pour laquelle j'ai tenté de voir comment présenter ce modèle de manière didactique au peuple, aux citoyens, pour qu'ils comprennent comment fonctionne la justice, notamment en mettant l'accent sur les principes qui garantissent l'indépendance de la magistrature. Sur le plan des textes et de l'institution, l'indépendance semble garantie. Mais dans la pratique, vous vous rendez compte que l'indépendance des magistrats n'est pas telle qu'elle devait être. Pourquoi? Oui, en réalité, quand j'ai tenté de faire la revue, le cadre légal qui prévoit le principe d'indépendance de la magistrature, on peut déjà voir que notre Constitution prévoit le principe de la séparation des pouvoirs, principe cher à Montesquieu, qui inspire donc cette Constitution. Il y a le principe qui dit aussi que les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Ils n'ont pas donc une hiérarchie, un principe qui pèse sur toutes leurs décisions doivent être fondées sur les faits et le droit. Il y a d'autres principes, comme le principe de l'inamovibilité du juge du siège, qui voudrait que le juge du siège ne soit pas affecté sans son consentement préalable. Et quand on voit tous ces principes, ensuite il y a surtout la mise en place d'un organe chargé de gérer la carrière des magistrats qu'on appelle le Conseil supérieur. Cet organe est créé par une loi organique, qui est une loi assez spéciale, pour assurer la sécurité des magistrats. Les magistrats participent à leur carrière. Mais ce cadre ne suffit pas. Ce cadre ne suffit pas. Parce qu'on verra en même temps les avatars du système. Le président de la République dirige le Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice en est le vice-président. En plus, dans ce cadre-là, il me semble pas très sûr que le pouvoir exécutif ne puisse pas être tenté d'influencer la nomination des magistrats. Donc, ça, c'est une limite. L'autre aspect, c'est surtout le parquet. Parce qu'il y a des catégories de magistrats qui ne sont pas des juges, mais c'est des magistrats chargés de la poursuite des infractions au nom de la société. Ces magistrats sont presque traités dans notre loi comme étant des fonctionnaires ordinaires. Ils dépendent essentiellement du ministre de la Justice, qui est leur patron, et qui peut donner des orientations à leurs actions. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de revoir ce système et voir comment détacher le ministre de la Justice donc, de cette fonction de coordination des magistrats du parquet. C'est ça un peu les limites que je trouve. En plus, il y a aussi quelques limites liées aux questions d'ordre financier. Vous voyez, les cours et tribunaux fonctionnent, mais pratiquement, la direction des cours et tribunaux, leur administration de manière générale, se fait à partir du niveau central, à partir de la chancellerie. Donc tous les crédits sont essentiellement gérés. Et le principe d'indépendance intègre normalement cette autonomie financière. Il y a aussi la sécurité institutionnelle, c'est-à-dire que les cours et tribunaux rendent la justice et que les autres pouvoirs ne puissent pas faire cette fonction, parce que c'est une fonction spécifique affectée aux magistrats. Mais il me semble que le fonctionnement du ministère de la Justice tel quel et le fait que le ministre de la Justice puisse même nommer des juges d'instruction ne participe pas à cet esprit d'indépendance que notre Constitution et notre loi organique a voulu vraiment conférer aux magistrats. Récemment, Serigne Diop, ancien ministre de la Justice, a fait une sortie en disant que dans la pratique, c'est vrai que le Conseil supérieur de la magistrature est dirigé par le président de la République et il y a aussi le ministre de la Justice qui participe, mais il y a souvent un comité qui travaille sur la nomination des juges et souvent c'est ce qui est proposé que le président avalise. Oui, justement, je vais m'interroger parce que là, c'est des propos importants venant d'un ancien ministre de la Justice.
il a ajouté, hein, et c'est important, il a ajouté dans ses propos que le président ne s'intéresse qu'à la nomination des hauts magistrats. Vous voyez, donc il y a une contradiction. Pourquoi C'est l'ancien ministre de la Justice qui le dit. Pourquoi le président ne s'intéresse qu'à la nomination des hauts magistrats? Des hauts magistrats. À mon avis, s'il ne s'intéresse pas aux magistrats peut-être qui sont à la base, les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance, que la haute magistrature, il y a lieu de s'interroger. Le pourquoi, peut-être lui seul le connaît, mais le principe n'est pas bon. Parce que s'intéresser aux magistrats, avoir la mainmise sur leur choix et leur nomination, je pense que c'est un facteur qui ne garantit pas du tout l'indépendance des magistrats. Pourquoi il le choisit ainsi? Ça ne devait pas être le cas. À mon avis, on devait établir des règles qui puissent permettre un choix transparent, basé sur le profil des magistrats, basé sur leur rigueur, basé sur leur travail. Et justement, le préconseil dont il parle, est-ce que ce préconseil, en travaillant, fait son travail sur la base de l'évaluation exacte des magistrats? Moi, j'ai fait 6 ans au niveau du tribunal d'instance, mais je n'ai jamais souvenir qu'on puisse évaluer mon travail. Et que sur la base de cette évaluation, c'est valable pour les autres collègues, qu'on puisse voir est-ce que celui-là peut aller à tel ou tel poste. S'il y a une absence de critères précis et objectifs, il y a de fortes chances que les nominations se fassent plus par des relations, des réseaux, plutôt que sur des bases objectives. Mais dans votre livre, vous préconisez la suppression de l'article 28 du Code de procédure pénale. En quoi cette suppression peut rendre les juges beaucoup plus indépendants? Oui, je l'ai dit parce que c'est ce lien qui existe entre le ministre de la Justice et le ministère public constitué des magistrats du parquet. Il peut donner des ordres au procureur général au niveau d'un ressort de chaque cour d'appel, et ces derniers qui ont sous leur ordre les procureurs de la République peuvent recevoir les ordres du procureur général émanant du ministre de la Justice. C'est ce lien que je dis qu'il faut couper, parce que tant que ce lien persiste et que le ministre de la Justice aussi garde sa compétence, ses prérogatives de nomination des juges d'instruction, mais on peut penser qu'il puisse être tenté vraiment d'influencer les décisions des magistrats. Est-ce que cette indépendance des juges que vous prônez au Sénégal, on en a vu peut-être des cas en Italie et au Portugal, certains disent que si les juges sont trop libres, on risque d'être dans une république de juges. Oui, mais les gens le disent souvent, c'est des arguments, j'ai évoqué ça dans mon livre. Mais j'ai pensé que les magistrats, laissés eux-mêmes, pas à eux-mêmes, pourraient être tentés d'abuser de leur pouvoir, à partir de leur pouvoir de s'enrichir. Alors que leur mission, c'est de veiller à la sécurité des biens, à la sécurité des personnes, à la sécurité sociale, mais dans le respect strict de la règle de droit et dans l'égalité de traitement de tous les citoyens devant la loi. Les magistrats donc doivent travailler de manière responsable. Mais il ne s'agit pas d'avoir ce vœu pieux, il s'agit de mettre en place des mécanismes de contrôle des magistrats. C'est pourquoi je parle d'eux dans une section dans le livre, comment garantir l'exercice d'une magistrature de manière neutre, indépendante, abusive, et qui ne permet pas aux magistrats donc de s'enrichir à partir de leur position, ou bien de dire le droit dans un intérêt partisan. Et il s'agira d'un organe qui sera hors du Conseil supérieur, comme je le vois moi, et qui va veiller sur le respect de la déontologie des magistrats. Mieux, je pense que si on regarde l'évolution politique du Sénégal, on peut parfaitement dire que les changements que je demande, les changements souhaités, cadrent parfaitement avec notre niveau de démocratie. Parce que dans tous les cas, le système actuel, il est caractérisé fortement par l'omniprésence du président de la République dans la nomination des magistrats, des prérogatives importantes du ministre de la Justice sur le choix des magistrats, notamment les juges d'instruction, sa possibilité de s'immiscer dans le fonctionnement du parquet en tant que chef naturel du parquet, tel que prévu par la loi. Mais ce schéma-là, à mon avis, il est inopérant. Il n'est plus tellement adapté à notre niveau démocratique. Et nous devons avoir confiance, faire confiance au Sénégal. Parce que de 1962 jusqu'à présent, on a vu notre démocratie faire des bonds en avant, évoluer. Et je pense que cet esprit qui fait que le président de la République a une ascendance en tant qu'institution sur le pouvoir judiciaire provient essentiellement de la Constitution de 63 que Senghor a fait adopter après le départ de Mamadou Dia et de ses amis. Senghor a instauré à cette période
un parti unique. La pensée unique est introduite dans notre système. Il s'est donné beaucoup de pouvoir parce que le président du conseil n'existe plus, il n'y a plus de balance. Et le Sénégal est entré dans une ère où pratiquement la démocratie était contrôlée. Et à partir de 1974, il y a eu des évolutions. Il y a eu les courants politiques, mais limités. À partir de 1981, le président Diouf est passé. Il a ouvert le système avec un multipartisme intégral qui a fait naître, à mon avis, beaucoup contribué à l'évolution démocratique du Sénégal. Ce système a évolué, a permis des élections libres et transparentes, 2 alternances. Ce système a permis en même temps une société civile très forte, le développement d'une presse indépendante, les médias se sont développés, la liberté d'expression et d'opinion s'est développée. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, le bon qui reste pour le Sénégal, après ces 2 alternances, rendues possibles par une évolution qualitative des réformes de notre système politique, il est temps maintenant de revoir comment sortir carrément de l'esprit senghorien de forte concentration des pouvoirs hérités de la Constitution de 1963. C'est dans ce cadre-là que moi, je suis optimiste qu'il est parfaitement possible d'ouvrir le débat pour en tout cas améliorer le fonctionnement de la justice, le fonctionnement de la magistrature et peut-être même aller plus loin, essayer d'avoir un parlement beaucoup plus équilibré vis-à-vis du président de la République. Vous parlez plus de l'indépendance des juges, qu'on accorde beaucoup plus d'indépendance, que l'indépendance soit effective. Mais des citoyens se plaignent aussi du fait que des fois, qu'ils ont des contentieux avec des juges. Et souvent, c'est eux les citoyens qui trinquent, parce que les juges sont super puissants, qui ne peuvent pas porter plainte contre les juges. S'ils portent plainte, ça n'ira nulle part. Oui, vous savez, il faut qu'on comprenne comment fonctionne notre système. Le juge, il a des compétences partout où il se trouve. Quand un citoyen est jugé, s'il n'est pas d'accord du tout avec ce jugement, le principe de double degré de juridiction lui permet à chaque fois d'aller contester sa décision. Il peut aller même au-delà de l'appel, qui peut être devant le tribunal régional pour les décisions suivantes du tribunal départemental, devenu tribunal d'instance, de grande instance pour le régional. Il peut aller à la cour d'appel, il peut aller en cassation. Mais il arrive que la corporation fait que le corporatisme fait que les citoyens n'aient pas gain de cause. Oui, de toute façon, moi, je ne suis pas d'accord avec l'esprit de corporatisme. Pour moi, l'exercice de la magistrature se fait de manière individuelle. C'est un choix. Je ne peux pas dire à mes promotionnaires ou à mes collègues, je vais faire ceci, je veux que vous puissiez m'appuyer alors que je ne suis pas sur le terrain de la vérité. Votre livre sort au moment où le président de la République propose un projet de réforme de la Constitution avec 15 mesures. Ce qui cristallise aujourd'hui l'opinion, c'est la réduction du mandat en cours, où le Conseil constitutionnel a été saisi. Certains spécialistes du droit parlent d'avis, d'autres parlent de décision. Aujourd'hui, que le président ne peut pas faire outre que ce qu'a demandé le Conseil constitutionnel, c'est un débat qui est posé. Est-ce que ça ne remet pas encore en cause l'indépendance des juges du Conseil constitutionnel? Justement, dans mon ouvrage, j'ai beaucoup parlé de l'indépendance de manière générale des magistrats, mais j'ai fait beaucoup de propositions pour rendre en tout cas le Conseil constitutionnel, pour qu'il puisse inspirer davantage confiance au peuple sénégalais. Parce que c'est un organe central. Et jusqu'ici, je crois que ce qui fait que les gens suspectent à tort ou à raison les décisions du Conseil constitutionnel, c'est lié fondamentalement au mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi je crois que dans le projet de référendum, le président de la République l'a bien compris, en disant que je vais aller plus loin. Je ne vais pas choisir seul les membres du Conseil constitutionnel. Désormais, le président de l'Assemblée peut les choisir. C'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Dans mon ouvrage déjà, avant même que lui qu'il ne fasse sa proposition de réforme, je l'ai écrit ce livre depuis 2012, j'ai démarré à écrire. J'ai dit que c'est insuffisant parce que le président de l'Assemblée nationale a la même posture politique que le président de la République. Par le jeu politique, par le jeu des majorités, par le jeu des alliances, ils peuvent se retrouver dans les mêmes intérêts. C'est pourquoi moi je pense que les membres du Conseil constitutionnel, il faut élargir davantage aux députés de manière globale. Et vous voulez que ces magistrats soient élus? Les magistrats du Conseil constitutionnel, parfaitement, sur la base de profil. Déjà, on ne les nomme pas n'importe comment. On les nomme sur la base de profil. Il y a des critères pour être membre du Conseil constitutionnel. Ouais, je pense que ces critères sont assez bons. On peut parfaitement les laisser. On peut imaginer un système où, même si le président peut nommer directement, mais que les autres puissent participer et choisir. Parce que lui, il ne va pas venir élire. Il va garder ses prérogatives de nommer des membres du Conseil,
mais il ne va pas nommer tous les membres du Conseil. Permettre aux autres de pouvoir participer sur la base de critères, il y aura parfaitement des listes de candidats. Et vous verrez, avec les critères qui sont retenus dans la loi pour être membre du Conseil, ça ne court pas la rue, non. Vous voyez un peu. Parce que l'âge joue, le profil joue beaucoup pour être membre. Mais aujourd'hui, avec la décision ou l'avis rendu par le Conseil constitutionnel concernant la réduction du mandat, sa rétroactivité sur les 5 ans ou pas, quelle est votre position? Vous savez, c'est très difficile pour un magistrat d'interpréter ou bien de commenter les décisions du Conseil constitutionnel parce que ce n'est pas notre mission. C'est aux gens de critiquer la décision des magistrats. Par contre, on peut, de manière pédagogique, à mon avis, essayer d'analyser et d'aider à ce que les gens comprennent mieux le sens de sa décision. Oui. Je pense qu'ici, ça a suffisamment été dit. Le Conseil constitutionnel a transmis un avis au président de la République. Et dans cet avis, quand vous regardez un peu la décision rendue par ce Conseil, il dit essentiellement, le président lui pose d'abord des questions. Voilà mon projet de révision. Est-ce que le projet que je vous envoie est conforme à la loi? Est-ce que c'est conforme aux principes généraux du droit? Parce que dans chaque pays, il y a des principes qui gouvernent la société. Alors, le Conseil travaille, fait sa motivation et en définitive aboutit à la conclusion suivante. De manière générale, votre projet est conforme à la loi, mais il dit qu'il a des réserves par rapport au fait que le président veuille se faire appliquer la réduction du mandat pour son mandat en cours. Et il donne des arguments. Les arguments, c'est quoi? C'est d'abord, c'est une volonté personnelle alors que la loi est de portée générale. Ensuite, il ajoute, le Conseil constitutionnel, la pratique constitutionnelle au Sénégal sur ce type de changement jusqu'ici n'autorise pas le principe de la rétroactivité. Il invoque aussi d'autres principes, d'autres pays de tradition juridique comme les nôtres. Et il finit son travail, il donne son avis au président de la République. Le président convoque la nation, il fait un discours, il dit « J'ai donné au Conseil constitutionnel mon projet, je lui ai transmis, et voilà ce qu'il m'a dit, je préfère me conformer aux décisions du Conseil constitutionnel parce que je dois veiller au respect de la loi dans mon pays, je ne peux pas aller à contre-courant d'un avis motivé du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il pouvait aller faire outre de cet avis? Oui, vous savez, mais il a préféré mettre l'accent sur la légalité. Vous savez, le président de la République, c'est une autorité administrative aussi, ne l'oublions pas. Il prend des décisions. Et quand il prend des décisions dans la science administrative, l'autorité souvent utilise deux modes. Il se dit, est-ce que cette décision est conforme à la loi, la légalité, avant de prendre sa décision? On peut lui aménager la possibilité de voir est-ce que cette décision est opportune, l'opportunité. Bon, ça lui appartient. C'est pourquoi moi, je n'irai pas jusqu'à proposer autre chose. Je prends acte simplement en tant que citoyen de sa décision d'aller dans le sens de la légalité telle que prônée par le Conseil constitutionnel, mais toute autre analyse lui appartiendrait, notamment l'opportunité politique de faire autre chose. Et je m'en tiens à ce qu'il a dit. Et s'il faisait autre chose aujourd'hui, s'il passait outre, est-ce qu'il aurait violé la Constitution ou pas? Le débat ne se trouve pas, à mon avis, est-ce qu'il violerait la Constitution? Parce que nous sommes tous des juristes, on a appris la Constitution. Vous voyez, en principe, le droit constitutionnel pose bien ces questions de représentation. Le président de la République, il est élu par le peuple. L'Assemblée nationale, les députés sont élus par le peuple. C'est à partir du système de représentation dégagé de la théorie, notamment de Jean-Jacques Rousseau, qu'on a créé ce genre d'institution, la représentation nationale. Mais qui délègue son pouvoir? C'est le peuple qui délègue son pouvoir. Donc ici, on parle d'un pouvoir originaire qui appartient au peuple. Le député est un pouvoir dérivé. Le président de la République est un pouvoir dérivé. Et la Constitution dit que le président de la République peut parfaitement proposer toute réforme au peuple. S'il va vers le peuple originaire, il sort de son pouvoir de pouvoir dérivé pour aller vers le peuple originaire, rien ne l'empêche de le faire. Mais il faut respecter son choix. Il dit que lui, il préfère garder cette stature de président de la République soucieux du respect des lois de son pays et qu'il ne peut pas créer un précédent en allant dans le sens non souhaité par le Conseil. Est-ce que toutes ces difficultés que nous vivons aujourd'hui avec nos constitutions depuis 1963 jusqu'à présent, ce n'est pas dû au fait que nous ne sommes pas appuyés sur notre culture, sur notre société, sur la façon de voir, qu'on a copié une constitution française?
qu'on essaie d'adapter à nos réalités alors que peut-être que ça ne prend pas. Oui, oui, je pense que moi, je me rappelle bien en faisant le baccalauréat à l'époque en tant qu'élève, le sujet qu'on m'avait donné s'intitulait exactement comme ça, l'Afrique noire. Après avoir connu la colonisation, après avoir rencontré l'Arabie, est-ce que l'Afrique peut prétendre à une identité? C'est un débat très vieux, mais je crois que chaque société doit s'adapter à ses réalités culturelles. Chaque société doit voir ses modèles anciens, ses spécificités pour pouvoir innover et en même temps ne pas méconnaître l'apport extérieur, l'apport universel. La démocratie en tant que telle, je crois que ce n'est pas une invention uniquement de la France, mais tous les peuples du monde aspirent à la liberté. Tous les peuples du monde veulent être bien gérés, gouvernés. Et je pense que le peuple sénégalais a cette forte aspiration. Mais il y a un décalage. C'est pourquoi, je dis même dans mon livre, est-ce que les Sénégalais, on va vers eux pour un référendum? Est-ce qu'ils connaissent même le sens de ce référendum, le contenu des réformes qu'on veut leur apporter? Donc il y a encore une grande mission d'éducation des citoyens, il y a une grande mission de réadaptation de nos institutions à nos réalités, et cela, on doit l'intégrer depuis l'école. Les universitaires doivent faire beaucoup de recherches, les juristes doivent faire beaucoup de recherches, les économistes, pour mieux adapter notre système. Oui. Parce que beaucoup posent la question aujourd'hui de savoir pourquoi les Africains sont obligés de suivre les constitutions françaises ou bien d'origine européenne, alors que nous, au temps de Tienne Souleymane Baal, on avait quand même une constitution qui était là, au temps de charte de Mandé avec la charte de Kouroum-Faga, qu'on aurait pu s'appuyer sur ces constitutions-là pour faire nos constitutions. Absolument. Je pense, toujours je le dis, quand je relis un peu l'histoire sénégalaise ou africaine, on voit que ces grandes figures ont pu gérer à l'époque, suivant les réalités des peuples. Et ils ont pu mettre en avant des principes très révolutionnaires que nous découvrons ou que l'Europe même a découvert plus tard. Donc je pense que nous ne pouvons pas regorger de toutes ces richesses-là et les laisser enfouies dans notre mémoire collective. Il faut les exhumer et essayer de faire de sorte que nos institutions reflètent un tout petit peu en tout cas cette richesse qui est là. Vous l'avez cité, lui-même il définit la plupart du temps Thierno Souleymane Baal dans sa constitution, donc il définit, il met en avant le peuple, il met en avant le peuple, il met en avant la bonne gestion des affaires publiques, il met en avant le principe de renouvellement des institutions, le principe que le pouvoir ne s'hérite pas, le pouvoir doit se transmettre et c'est le peuple qui doit choisir ses représentants. Donc je pense que c'est des grands principes que nous devons réinventer, en tout cas enseigner ça dans nos écoles, enseigner ça dans les universités, mais de manière beaucoup plus dynamique et concrète, ceux qui ont la charge d'initier les politiques publiques de développement puissent ne pas ignorer ces modèles au lieu de continuer à se référer à des modèles européens qui sont essentiellement des capitalistes, qui ne sont pas des modèles qui libèrent les peuples africains. Mais est-ce qu'aujourd'hui, notre constitution qui fonde aujourd'hui toute la problématique que vous énoncez dans votre livre, l'indépendance de la magistrature au Sénégal, n'est pas en déphasage avec les aspirations des Sénégalais? Absolument, c'est ce que je viens de dire. Quand j'ai fait l'analyse dans le livre de l'évolution politique et institutionnelle du Sénégal, parce que le Sénégal, même du point de vue durant la colonisation, était une démocratie. Parce que n'oublions pas, on avait des cartes communes, il y avait des élections à Rufisque, à Gorée, vous voyez, à Saint-Louis. Et le Sénégal était représenté au Parlement français, était représenté même dans le gouvernement, hein, par des figures historiques que nous connaissons. Donc cette démocratie, quand on a accédé à l'indépendance, il y a une pluralité, il y a eu des leaders charismatiques. On a vu les Majmoud Diop, on a vu les Abdoulaye Wade, on a vu les Léopold Sédar Senghor, Blaise Diagne. Le Sénégal regorge vraiment de leaders charismatiques bien formés dans ce contexte de pluralisme politique hérité du temps colonial. Et vous êtes allé plus loin en disant même nos sociétés anticoloniales n'ignoraient pas ces principes démocratiques. Donc en 1962, il y a eu, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, une crise politique qui a fait que, apparemment, c'était une bataille entre deux camps au sein du pouvoir. L'un a dominé, Mamadou Dia et ses amis emprisonnés, Senghor est resté seul. Il a, on peut dire, tailler une constitution à sa mesure. Et jusqu'ici, toutes les tentatives de réforme n'ont pas réglé cette question fondamentale. Pourquoi? Parce que le grand principe, c'est quoi? Quand on dit le président de la République, il nomme à tous les postes civils et militaires. On ne lui apporte
aucun encadrement juridique pour que ces gens soient bien choisis. Et ensuite, quand le président de la République pratiquement a des pouvoirs importants et essentiels dans le choix des magistrats, je l'ai dit, quand le président de la République, par le jeu du système politique, peut avoir une influence sur le Parlement, je pense que ce type d'institution, issue de l'esprit senghorien de concentration des pouvoirs, est devenu vraiment désuet, ce type d'institution. Il faudrait le réformer en l'adaptant aux fortes aspirations des populations, comme vous l'avez dit. D'où la nécessité, à mon avis, de réformer davantage notre système. Et c'est ça, dans ce contexte, que j'ai sorti ce livre. Oui. Babacar Ngom, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à question directe. Vous êtes juge au tribunal d'instance hors classe Dakar. Vous avez sorti ce livre « Comment renforcer l'indépendance de la magistrature au Sénégal », un livre qui parle des questions actuelles, qui vient au moment où aujourd'hui au Sénégal, la question de l'indépendance de la magistrature et de la pratique constitutionnelle pose problème. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission avec nous. Merci à vous qui êtes chez vous, qui nous avez suivis. Merci. Au revoir.